Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomac. Comme tous les vendredis, vous êtes de plus en plus nombreux à attendre cette petite friandise iconoclaste décalée où ça parle de moto, de culture, de trucs inattendus. Je suis aujourd'hui avec David Regondo. Ne dites pas, mais c'est qui ce mec-là? Parce que David Regondo, vous le connaissez. Pourquoi on l'a invité? Déjà parce que il y a le César pour l'ensemble de son œuvre et quand vous verrez les photos qu'il fait, vous verrez que sa place est méritée. Et puis David, vous le connaissez parce que vous l'avez forcément vu quelque part, dans Moto Journal, dans Moto Magazine, dans toute la presse moto. Si vous vivez à l'étranger, vous l'avez vu dans Motorcycle News, tu as publié aux États-Unis, en Australie, et partout dans le monde entier. Du Sud, toute modestie dans le monde Voilà, entier. dans le monde entier. La raison de sa présence aussi, c'est parce que la saison de Grand Prix recommence dans une douzaine de jours et que ça, c'est vraiment cool. Et du coup, la question, c'est photographe de compétition, photographe de Grand Prix, photographe d'endurance, de high speedway. Tu couvres un peu toutes les disciplines. On voulait savoir ce qu'il y a derrière, comment on fait pour faire ce boulot et comment on fait pour sortir des photos qui nous font rêver. David, tu as commencé comme photographe de guerre et tu t'es dit filmer, photographier des réfugiés et des charniers, c'est pas cool. Non, tu t'es remis vite à la moto. Exactement, non, mais en 93, j'ai suivi le conflit yougoslave. Oh, j'ai vite arrêté, vite arrêté. C'était un peu trop dangereux. Ouais. J'ai découvert la moto avec le Supercross à Bercy, et puis voilà, Supercross, Super Motard, championnat de France, et t'es parti là-dessus. Tu as fait une école de photo, tu es quand même photographe. Oui, j'ai fait l'école qui est pas loin d'ici, qui est l'école EFET, à rue Picpus. Dans le 12e, voilà, tout simplement. D'accord. Et une de tes premières photos publiées, c'est dans Moto Magazine en 93. 93, quand Schwantz est devenu champion du monde à Jarama. D'accord, et c'est passé dans Motomag. Et c'est passé dans Motomag. C'est nous qui avons lancé ta carrière. Exactement, c'est pour ça. D'accord. Tu as couvert toutes les disciplines, quasiment, y compris des choses assez exotiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans les courses sur piste, notamment le MotoGP et surtout l'endurance. L'endurance que j'ai commencé en 92. Même aujourd'hui, je suis toujours dans le move. Dans le move. Et tu es aussi photographe officiel de la FIM pour le High Speedway. Exactement. Avec des photos assez spectaculaires dont on parlera tout à l'heure. Voilà, alors, le Ice, on en parlera tout à l'heure. Alors dans toutes ces... Tu as fait des milliards de photos? J'ai des serveurs où justement j'ai fait une petite sauvegarde il n'y a pas très longtemps. J'en suis à 1 500 000 photos. D'accord. Exactement. Ah, le barbare, le Attila du déclencheur, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai. Dans ces 1 500 000, il y a, alors on peut pas imaginer qu'il y ait une photo qui se démarque des autres, mais il y en a quelques-unes dont tu es particulièrement fier. Ça serait quoi, par exemple? C'est vrai que c'est une photo qui n'est pas spécialement graphique, mais qui représente beaucoup de choses. C'est la photo en 2017 de Marquez qui glisse de l'avant alors qu'il joue le titre de champion du monde. Et toi, tu es là parce qu'en fait, tu as senti le truc. Oui, j'ai senti le truc. Bon, après, je ne sais pas si les gens vont un peu se remémorer la photo. Oui. Mais voilà, dernier Grand Prix à Valence en 2017. Zarco est en pleine forme. Ouais. Je pense qu'il voulait gagner. Ouais. Il est leader pas leader, mais leader de la course à ce moment-là. Et Marquez le passe dans un virage juste avant la ligne droite. Et je pense que Marquez était un peu trop touchy à ce moment-là et pensait que Zarco allait le doubler et a été un petit peu optimiste sur les freins et fait cette magnifique glisse il tombe pas en plus. Ah ouais. Donc, et moi j'ai toute la série. Et la télémétrie montrait qu'il était à 160, c'est ça, en perdition? Oui, puis il prend 68 degrés d'angle, je sais plus. Après, je sais que Dorna a analysé cette photo parce qu'en plus Dorna n'avait pas les images, donc ils m'ont acheté la photo pour illustrer. Alors justement, quand tu es le seul photographe à avoir la photo, tu la vends dans le monde entier. Alors oui, bien sûr. Il y a une grosse demande. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les plateformes digitales, c'est plus que c'était comme avant. On va pas se leurrer. Effectivement. Voilà, je l'ai vendu bien. J'ai surtout vendu en tirage limité. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps. Et cette photo est bien partie. D'accord. Voilà. Alors, pour avoir la photo, il y a une part, dans les discussions qu'on a eues pour préparer l'émission, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il y a une part de chance quand tu vois Gary McCoy qui s'envole devant toi au Mans, c'est ça? Oui. Bon, tu es là, il s'envole, coup de bol. Alors, mais en fait, il y a quand même un travail, c'est un mélange entre du feeling et du travail sur le fait que tu te dis qu'il va se passer quelque chose dans tel virage. Explique-nous un peu ça. C'est sûr que, on connaît un peu les pilotes, on sait comment ils passent dans certains virages, des fois plus ou moins bien, suivant la météo aussi. Ouais. Et surtout, moi, où je connais bien, c'est Le Mans. Le Mans qui est mon circuit, pas favori, mais c'est ton bureau. C'est mon bureau un peu, comme beaucoup de photographes français. Ouais. Et donc à partir de là, on connaît un petit peu les aspects de la piste, tout ça, et suivant les week-ends et encore suivant la météo, on sait qu'il va se passer des choses à tel endroit, à un autre endroit, et à partir de là,
du fait que moi, je suis pas un photographe de news, je suis plutôt un photographe de marque, je suis pas spécialement quand la course commence, j'ai pas d'impératif. Et à partir de là, je vais me poster à des endroits où justement, je vais attendre un petit peu c'est triste à dire, mais un peu la chute, comme d'autres photographes aussi, et surtout j'ai quand même pas mal, entre parenthèses, de chance, parce que j'ai la chance n'existe pas, c'est du flair. Non, ça mélange de flair et de travail. Non, mais c'est sûr que depuis que Marquez, on parle de Marquez, alors Marquez tombe énormément, c'est une évidence, hein, donc c'est quand même plus facile de l'avoir en chute. Mais moi qui suis pas non plus sur tous les grands prix, j'ai quand même une quinzaine de photos de chute de Marquez quand même. Voilà, parce que tu le sens vraiment, oui, voilà, parce qu'il va se passer un truc, il est toujours à la limite. Et plus, c'est The Pilot au niveau passage en courbe, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Voilà. Et tu disais, on parlait du Mans, en fait, il faut aussi savoir que dans tel circuit, tu as une petite dénivellation, une irrégularité, mais tu sais que ça peut se passer. C'est sûr, parce que moi je ne suis pas pilote, hein, mais je parle avec des pilotes, voilà, on discute ensemble, même entre eux, ils discutent, donc moi j'écoute. Et c'est vrai que des fois, sur des courbes, par exemple au Mans, à entrée du garage vert, il y a une toute petite bosse, et c'est pas une bosse, un petit trou, je crois que c'est un petit trou. Et à partir de là, quand il pleut, là, il y a de grandes chances que ça tombe ici, quoi. Voilà. Et typiquement, quand Rossi tombe 2 fois en course au Mans, tu es le seul à avoir les photos. Oui, j'ai le seul. Alors après, être le seul, c'est une chance supplémentaire, mais en tous les cas, voilà, j'étais là et voilà, il y avait une bagarre il y avait une bagarre, et à partir de là, je savais me positionner, quoi. Maintenant, après, tomber devant moi, il y a une partie de chance, non. Ouais, et de talent. Aujourd'hui, avec un téléphone, les publicités qu'on voit nous font croire que tout le monde peut être photographe. C'est complètement faux. Non, toi, ton matériel, ça représente, pour ceux qui voudraient se lancer, ça représente quel budget? 45 50 000 euros à peu près, oui. Ouais. Après, entre les téléobjectifs, le matériel. Alors, c'est vrai que moi, je suis Canon je suis vacciné Canon depuis quasiment 30 ans. Ouais. Donc, voilà, c'est un partenaire. C'est un partenaire depuis longue date. Bon, voilà, après, c'est ça, c'est les téléobjectifs, tout ce qui va. Que tu renouvelles régulièrement? Oui, tous les 2-3 ans, je renouvelle. Là, il y a on passe dans l'hybride, donc voilà, je suis passé dans l'hybride, comme beaucoup d'autres photographes. On verra ce que ça donne. J'ai des studios en extérieur. Je travaille beaucoup en extérieur pour les shootings de comment on appelle ça, de pré-saison. Ouais. Voilà, donc, avec des flashs additionnels. Oui, exactement, tout ça, ouais. D'accord. Tu as voyagé sur tous les circuits du monde. Il y en a peut-être un ou deux que tu n'as pas fait, non? À peine. Non, si, il y a beaucoup de circuits. Ton circuit préféré, alors, du coup, en termes alors, toi, on sait que tu étais plus pour l'ambiance, l'atmosphère, l'histoire, que le fait de course, enfin, que le résultat de la course. Alors, tu étais très sensible à l'aspect graphique. On va montrer une photo des sauts à Cadwell Park. On sait que tu aimes les circuits anglais, mais sur les grands circuits mondiaux, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te parle? C'est vrai que, comme tu disais, les circuits anglais, en règle générale, c'est juste magnifique. Le décor, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est bucolique. C'est cosy dans la campagne. C'est exactement, c'est anglais. Après, il y a le circuit, je dirais, un peu plus marketing, c'est-à-dire voilà, où il y a beaucoup de virages, où on peut se faire il y a des shootings vraiment très marketing. Donc ça, Valencia, Portimao, c'est des beaux circuits. Après, il y a vraiment les circuits de légende, Spa-Francorchamps. Ça, c'est Suzuka. Mais c'est des circuits où il y a la lumière, il y a de la vue, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Voilà. Et en endurance, normalement, on retourne à Spa d'ici 1 an ou 2 ans. Et ça, c'est une joie, quoi, parce que là, il y a des lumières à avoir. Extraordinaire, quoi. La pluie et la lumière. La pluie et la lumière. Voilà. Ton pilote préféré, je sais, la question est bateau, mais est-ce qu'à force de voir tous les pilotes du monde passer devant toi, il y en a un qui, quand tu le vois... il n'y en a pas qu'un. C'est sûr qu'au niveau pilotage, c'est Marquez, quoi. Alors après, c'est vrai qu'il y en a eu avant. Rossi, alors c'est bateau de dire Rossi, mais Rossi, quand je l'ai connu en 95, quand il a commencé, et aujourd'hui, il a changé 3 ou 4 fois de style de pilotage, comme rarement d'autres pilotes. Marquez, il a un style de pilotage, il l'a toujours. Rossi, il a changé de pilotage. Alors voilà, il n'y a pas vraiment un pilote. C'est pas vraiment un pilote. Tu nous as filé des photos de Scott Redding qui est complètement par terre. Ah ouais, mais alors lui, c'est un fanfaron, quoi. C'est un bonheur pour les photographes parce que voilà, il va essayer de frotter le casque sur le bitume. Voilà, il y a une complicité avec les photographes, avec certains pilotes qui est extraordinaire. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on en parlait aussi en préparant l'émission. Il y a cette complicité qui doit faire partie du plaisir que tu as à exercer ce métier. Magnifique. Et quand Rossi se met en travers devant toi en faisant ça,
J'imagine que tu fais pas ça devant tout le monde. Oui, alors c'est vrai que c'est une photo qui, je ne me rappelle plus l'année, hein, mais on retrouvera, mais on était pareil, encore au garage vert, j'aime bien ce virage-là, entre les chutes et les trucs un peu spectaculaires. C'était mouillé. Non, grain mouillé, c'était grain mouillé. Et j'étais avec mon ami de longue date, Stan Perec, et on le chauffait un peu, c'était à l'époque où on pouvait encore un peu chauffer les pilotes, et on lui faisait des grands signes en disant mets-nous la moto à l'équerre. Et puis bon, il est passé. On a attendu, on est resté, et puis la grande chance a fait qu'il est repassé. Et là, il nous a mis la moto à l'équerre, le pouce qui va bien. Ouais. Et là, on revient en salle de presse. C'est le smile et c'est extraordinaire, quoi. Voilà, ça c'est la complicité. Et tu as aussi beaucoup de complicité avec les pilotes d'endurance. Oui, alors voilà. Alors c'est vrai que ma spécialité vraiment est l'endurance, et c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible, hein, l'endurance. Donc à partir de là, c'est vrai qu'avec des Vincent Philippe, avec des Étienne Masson, avec des Christian Lavieille à l'époque, j'avais une grosse complicité avec eux, et ils me voyaient sur le bord de la piste, ils me faisaient des petits signes. Sympa, des fois pas sympa, mais voilà, mais c'est ça. Des petits mouvements des mains, tout voilà, ça. Exactement, mais ça. Gwen Giovanni qui te mettait tout le temps la moto en fumée. Ah oui, alors ça c'est ça. C'est à chaque fois qu'il me voyait, il me mettait la moto en travers avec le pneu qui calait bien, avec la petite fumée derrière, et puis non, mais ça c'est. Et puis des fois il s'envolait. Et des fois, Gwen, excuse-moi, mais voilà. Des fois, il s'envolait. Il partait, ouais. D'accord. Ce qui est intéressant sur une course d'endurance, c'est que les pilotes font la course, mais toi aussi, tu fais une course. Une course d'endurance, c'est combien de photos ? Alors bon, nous, sur le staff, sur l'endurance, on est 3 personnes, 2 photographes et demi, ça dépend, et on est une production de à peu près entre 17 et 20 000 photos dans le week-end. Sur une course, alors c'est sur un 24 heures, surtout sur un 24 heures qui dure 4-5 jours, entre les essais, les préparations, c'est à peu près 17 20 000. Parce que tu as la film à fournir et tu as une quarantaine de clients. Oui, j'ai une ribambelle de clients à fournir. C'est instantané, c'est de la réactivité. Ouais. Donc là-dessus, c'est très compliqué. D'accord, donc tu ressors du week-end aussi fatigué que les pilotes. Avec la vieillerie, je vais mettre une semaine pour m'en remettre. Mais en tous les cas, mon staff et moi, on travaille vraiment super rapidement. Et il faut savoir que ces 17 000 ou ces 20 000 photos sont triées, sélectionnées après la course. On n'a pas parlé de cette question-là, mais j'aime bien poser des questions pièges. Ta moto préférée, une moto qui quand tu la vois, parce que tu es sensible à l'esthétique, elle est belle, il y a quelque chose. Est-ce que c'est les 500 de temps? Est-ce que c'est les motos GP avec des ailerons partout? C'est quoi qui te fait kiffer d'un point de vue visuel? Alors déjà, je roule en CB 125. Ouais. Déjà. Okay, alors David, photographie des plus belles motos du monde, je ne l'ai connu que sur des nanars. 125 YVR, 125 GN, il fait 100 000 bornes avec, les motos elles tiennent par la rouille. C'est le paradoxe du monsieur. Voilà, non, mais après les motos, c'est vrai que la moto de Kevin Schwantz, elle était pour moi voilà la moto. La 500, voilà. Alors après il y avait un cigaretté qui était dessus, qui était magnifique. Ouais. Voilà. Puis c'est surtout la moto où j'ai commencé en 93. Ouais. Il est devenu champion du monde. Voilà le style de Schwantz que j'ai revu par la suite et qui voilà j'ai un peu parlé avec lui. On a échangé des photos. J'ai échangé un livre avec lui parce que j'ai fait un article dans un livre d'endurance. Non voilà c'est Schwantz. La moto de Schwantz pour moi c'est le summum. Alors, tu as une particularité, c'est que l'hiver, tu adores aller te cailler le cul au fond du Kazakhstan et de la Sibérie. Parce qu'en tant que photographe officiel de la FIM pour le High Speedway, tu es quand même dans les parties un peu froides de la planète, l'hiver. Le High Speedway, tu adores ça parce que c'est des courses très courtes, elles font des manches qui font 1 minute 30. Alors, c'est des hits de 1 minute 30. Ouais. Il y a à peu près une vingtaine de hits dans la soirée. C'est des. Ça se passe le week-end, donc le week-end, samedi, dimanche, et donc 20 hits le samedi et 20 hits le Et toi, tu adores le côté graphique avec quelle taille ils font les crampons, les clous? 7,5 cm. Tu as déjà pris une moto qui est sortie de la trage vers toi, non? J'en ai vu, non, mais après on est protégé quand même. Non, mais c'est sûr qu'il y a une dizaine d'années, la FIM m'a demandé de couvrir ce championnat avec un autre œil, beaucoup plus magazine, et parce que naturellement, c'est des sports que je pense que très peu de monde connaît. Tu es quasiment le seul photographe non russe sur ces... Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait ma 11e année que je fais ça. Je connais bien les pilotes. Effectivement, on va dans des contrées qui sont Kazakhstan, Russie. Alors, Russie, pas spécialement Moscou, parce que Moscou, c'est européen, mais dans l'Oural. On va l'autre côté j'ai été de l'autre côté, à côté de Vladivostok, avec des températures moins 25, moins 30, moins 40. Et à partir de là, une relation est faite par rapport
au championnat, au pilote. Et c'est sûr que c'est une discipline que j'adore et c'est spectaculaire, quoi. C'est vraiment spectaculaire. C'est des gladiateurs. Ouais, les pilotes, c'est des Russes. Ils sont bien connectés. Non, pour se jeter à 4 de front avec des coups comme ça, faut être russe. Voilà. Faut être russe. Mais du coup, toi, tu aimes cette ambiance-là. Et j'adore cette ambiance-là parce que justement, je les côtoie hors dehors de la course. Toujours pareil avec cette complicité. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une barrière de la langue qui est un peu compliquée, mais il y a quelques années, je les ai suivis carrément en Russie j'ai suivi un team. Donc on traverse des contrées incroyables, les routes russes, avec tout ce qu'il peut y avoir. Mais voilà, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et puis surtout des endroits au Kazakhstan, par exemple, on va à Almaty, c'est le stadium, il est sur une station de sport d'hiver avec une lumière fabuleuse, quoi. Des reflets sur la glace, incroyable. D'accord. Voilà. On va regarder ça. On va renvoyer sur ton site. Il y a plein de photos sur ton site. Oui. Alors c'est surtout sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez le mettre. Voilà, c'est surtout les réseaux sociaux, quoi. Et puis un truc intéressant, c'est que David, tu fais aussi des bouquins. Alors on est jaloux. Tu as un bouquin de Rossi signé par l'idole. Je suis désolé. C'est la classe quand même, non? Validé. Voilà. J'ai fait une séance de photos avec lui concernant ce livre-là. Il y a plein de bouquins sur l'endurance parce que toutes les saisons. Il y a un bouquin sur Marquez qui sort bientôt. Et puis il y a un truc que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que pendant le premier confinement, tu es parti filmer le monde des zombies, c'est-à-dire quand tu vois les films de zombies où il n'y a plus personne sur les routes, etc. En fait, ça donne vraiment l'impression que toute notion de vie et d'humanité avait disparu puisque tout est vide. Et c'est assez fascinant. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que je suis revenu l'année dernière, en 2020, je suis revenu de High Speedway, puis là, de la saison de High Speedway, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Que faire ? Je me suis dit, de toute façon, en tant que photographe, c'était impensable de ne pas faire de photos de Paris, vide. Alors après, je pourrais raconter, j'ai une émission express on pourrait faire une émission totale sur cette période de l'année parce que c'est un truc hallucinant qui s'est passé et voilà, quoi. En tout cas, c'est assez sidérant. Tous les livres dont on parle sont sur la boutique de Motomag. David, merci de nous avoir accordé un peu de temps. C'est moi qui vous remercie. Merci Philippe. Et puis à une prochaine. Merci Motomag. Pour que les émissions continuent, il n'y a pas de secret. Soutenez la presse. N'oubliez pas, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Là-dessus, on vous fait un bisou sur le casque. Si vous aimez la compétition, restez connectés parce qu'il y a pas mal de surprises qui vont arriver sur les MotoGP, sur tout ça avec Motomag. Restez à l'affût. Bisous, à bientôt.